Alors, nous allons partir du principe que la pensée ondule entre les contraires. C'est notre hypothèse de départ. Nous ne savons pas si cette hypothèse est vraie ou fausse, si elle va nous mener quelque part, mais nous allons la prendre d'une façon algébrique, c'est-à-dire que nous allons considérer ces termes comme étant supportés par une capacité réelle qui est le sens, disons, général de ce que nous pouvons dire. Donc, avec cette hypothèse, la pensée ondule entre les contraires. Alors, d'une façon qu'on va ramener au grec, c'est-à-dire à l'origine de la pensée telle qu'elle s'est pensée elle-même, on peut dire que la pensée ondule entre le vrai et le faux, le bien et le mal, et le beau et le laid. Donc, on oscille entre la pensée, oscille entre des contraires. Ces contraires ne sont pas eux-mêmes considérés comme ayant une réalité phénoménologique ou même conceptuelle, qui vont, par leur rapport entre eux, mener à un sujet absolu. Alors, on reviendra plus en détail sur ce phénomène. On peut aussi dire, avec les méthodes contemporaines, que tout est dans la différence entre ces contraires. Le sujet humain se place comme différence, comme étant le différent entre ces contraires. Donc nous sommes dans une pensée de l'entre-deux qui est limite. Donc entre ce bien, on chercherait plutôt la limite qu'il peut y avoir entre ce bien et ce mal. Alors d'une façon plus générale, on peut donc dire que la pensée ondule entre les contraires. Mais ici, nous allons prendre un contraire de type particulier qui est celui de l'immanence et de la transcendance. Pourquoi immanence et transcendance ? Parce que tout provient de l'immanence, du fait que le monde existe réellement, du fait que nous existons réellement et les autres aussi réellement, et c'est à partir de ce réel, bien entendu, qu'il va y avoir quelque chose comme la possibilité de penser. Et donc de penser cette pensée. L'immanence, c'est le réel d'où provient la pensée. La pensée, nous allons la prendre sur le mode de la transcendance. Pour qu'il y ait pensée, il faut décoller de cette immanence et parcourir donc l'essence transcendantale que l'on confond ici provisoirement avec la pensée en général. La pensée transcende l'immanence. La pensée, le mouvement qu'il peut y avoir entre l'immanence et entre la transcendance. Alors pour expliquer la transcendance, on revient tout simplement au rudiment de la pensée gréco-occidentale avec Platon. Le moment de la transcendance, c'est celui où, à partir des choses belles, nous obtenons l'idée du beau. L'idée du beau était un ensemble avec à l'intérieur des objets que l'on dira les objets
beau. Donc, on décolle véritablement de cette immanence, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans un procédé qui est direct et immédiat, mais on est dans un procédé qui est différé. Et de cette différence, donc, nous pouvons accéder à ce que l'on nomme la transcendance. Immanence et transcendance, voilà les deux concepts qu'on ne pense pas comme des contraires, mais comme deux termes, avec la pensée qui va onduler entre ces deux termes. Alors, le schéma suivant est plus complexe que le premier schéma. Alors, en quoi est-il motivé? En quoi est-il considéré comme ayant un contenu réel de sens? Eh bien, c'est parce que nous considérons par hypothèse, et donc plus que par hypothèse aussi, puisqu'on a vu ce mouvement donc, qui provient du réel et qui produit la pensée, nous allons donc le prendre comme une hypothèse, mais pas une hypothèse, nous allons voir, qui soit purement vectorielle, où on va de l'immanence vers la transcendance et de la transcendance vers l'immanence. Ce vecteur va onduler entre immanence et transcendance. Alors, pour décoller en quelque sorte de l'immanence, il nous faut un flux de vécu qu'on va considérer comme un nombre imaginaire qui va se déplacer dans cet horizon de pensée. C'est le quart de tour donc qui nous sort de l'immanence, qui nous sort la tête hors de l'eau. De l'immanence vers la transcendance, la philosophie de l'immanence vers la transcendance, la philosophie classique, par ce mouvement, a obtenu un sujet idéal, un sujet absolu. Absolu pourquoi? Parce qu'il permet, du haut de cette transcendance maximum, disons, considéré comme un processus infinitésimal qui mènerait à la transcendance, nous obtenons une première particule de sens, déjà, qui est ce sujet idéal, ce sujet absolu. Des choses belles, nous arrivons à la beauté, et puis de la beauté, nous arrivons à ce point de l'univers d'où on peut apercevoir tout le reste de l'univers. Au niveau physique et des représentations physiques, c'est un soleil. C'est le soleil qui a servi de symbole pour expliquer ces philosophies idéales. Pourquoi? Parce que le soleil, c'est ce qui éclaire toute matière. Toutes les matières sont éclairées par ce soleil, et de ce point de soleil, de ce corps physique qui est le soleil, on peut donc apercevoir le reste de l'univers, toute immanence. Alors, inutile de dire que en mode contemporain, on considère que ce sujet idéal, ce sujet absolu, est un sur-sujet. C'est un sujet qui peut
plus, infiniment plus, que ce que peut le sujet ordinaire en tant que flux de vécu, et donc nombre imaginaire qui permet de décoller de cette immanence. Alors, nous passons ici le premier axe. Et donc, nous revenons à l'immanence, avec un sujet sous-transcendantal. De cette immanence, cette montée transcendantale et puis cette redescente immanentale, entre ces deux points de l'onde, nous allons placer donc le vecteur d'uniprocession, c'est-à-dire le point de vue ondulatoire qui permet de penser l'immanence et la transcendance, chacun dans leur ordre propre. On obtient ainsi un sujet sous-transcendantal, et en quelque sorte on a fait l'ensemble du parcours qu'il est possible de faire, ce demi-cercle ou ce saut qui ramène à un sujet égaux. Pourquoi un sujet égaux? Eh bien, parce que de cet infini sujet idéal, nous l'avons réduit à sa puissance propre, à son immanence propre, qui est celle de l'ego. C'est à ce niveau donc que se jouent les rapports entre le sujet ego et l'enchant matériel. Voilà notre horizon cosmique. Mais si l'on continue avec la dualité unilatérale, c'est-à-dire si nous ne nous arrêtons pas à cet élément de pensée, nous allons parcourir l'immanence d'une façon différente. Ce retour à l'immanence va permettre au sol et à la terre d'obtenir une réalité fondamentale. Alors on obtient une deuxième particule qui est un sujet inconscient, un sujet masse, qui est le sujet de l'immanence, qui est le sujet qui est individualisé à partir de cette immanence. Alors, inutile de dire là encore que ce sujet inconscient est un sous-sujet. C'est-à-dire qu'il peut moins que ce que peut le sujet en tant qu'ego. On a ici une deuxième hallucination subjectale qui est le sujet inconscient en tant qu'il serait corps. Or, il n'est pas corps, pas plus que le sujet idéal et le sujet absolu étaient corps. Ce sont les deux hallucinations subjectales qui nous permettent de franchir un deuxième axe, l'axe 2, qui retourne à l'immanental. Il est donc impossible pour la pensée d'en rester à ce sujet inconscient. Nous devons remonter de cette immanence pour retrouver l'horizon cosmique de cette ondulation de pensée particulière. Il y a donc cette fois-ci une sous-venue du sujet ego
en contact intime avec cette immanence et qui reprend la ligne d'horizon où il ne se passe rien.